Madeleine Itedem, bonjour et bienvenue sur Drayside. Bonne année 2023. J'espère que les fêtes se sont bien passées. Oui, les fêtes, c'était vraiment génial. Merci de me recevoir sur votre plateau. Sur Drayside, c'est tout simplement un plaisir pour moi. Ouais, c'est un grand plaisir aussi pour nous parce que tu es la première, on va dire ça comment Maman, Darren, qu'on reçoit sur la chaîne et aujourd'hui on va parler d'immobilier en Allemagne avec toi. Yes! C'est ton domaine. Depuis plus de 2 ans, tu as une chaîne YouTube nommée Immobilier en Allemagne, sur laquelle tu partages ton expérience dans le domaine de l'immobilier et tu proposes aussi des accompagnements aux futurs investisseurs. Exactement. C'est une question très pertinente et aussi parce qu'au début, en introduction, tu as dit j'accompagne des personnes qui se lancent dans l'immobilier. Je veux tout simplement revenir un peu et dire justement que même des personnes qui sont en train de penser encore à l'immobilier, un peu comme des jeunes comme vous, que j'ai le plaisir de passer sur la chaîne aujourd'hui, je leur donne déjà les astuces pour penser à se lancer sur l'immobilier plus tard. Parce que forcément, en tant qu'étudiant, ce n'est pas encore possible, mais il faut déjà y penser. Concrètement, j'ai commencé à penser à l'immobilier depuis 2012, donc ça va faire environ 10 ans aujourd'hui. Mon premier contrat d'achat, je l'ai signé en 2014. Ok. Donc, tu as passé en gros peut-être 2 ans d'apprentissage individuel, ce qui est quand même relativement, je ne veux pas dire long, mais c'est quand même quelque chose. Ok. En fait, on a besoin de temps pour apprendre parce que, bon, je raconte aussi sur ma chaîne, au départ, quand je veux me lancer, je vais acheter ma maison résidentielle. Et ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Et à partir de là, de mes erreurs, j'apprends, je comprends pourquoi le financement n'a pas marché. Et c'est après ça que j'arrive à me lancer en 2014, mais plutôt cette fois-là sur le locatif. Je décide de le faire. C'est vrai que c'est une longue histoire. Je ne peux vraiment pas expliquer. C'est un peu difficile à expliquer. Parce que là, je pense que c'est voilà, c'est à ma dernière grossesse. Et à ce moment-là, j'ai senti que je voulais changer quelque chose dans ma vie. Mais je ne savais pas quoi exactement. Donc du coup, pendant ce parcours, pendant ma grossesse, pendant tout le temps que ça m'a accompagnée, pendant le temps même que j'étais aussi à la maison pour les congés de maternité, je réfléchissais, je me demandais ce que j'ai envie de faire. Je voulais changer, je savais que je ne voulais plus être salariée, mais je ne savais pas encore exactement ce que j'allais faire. Après, il y a eu la Covid et comme plusieurs personnes se lançaient sur les réseaux sociaux, et quand je lance les réseaux, je te pose la question, qu'est-ce que je peux partager? Qu'est-ce que je connais? Quelles sont mes connaissances? Je me suis dit, ok, j'ai étudié économie, c'est quelque chose que je peux partager. Mais d'autre côté, j'ai investi dans l'immobilier aussi. Et je me suis dit, bon, ça pourrait être intéressant parce qu'autour de moi déjà, je parlais déjà à mes connaissances, je parlais à mes amis, je disais investir dans l'immobilier. Puis je me suis dit, bon, pourquoi ne pas dire à plusieurs personnes, pourquoi ne pas en parler à une audience, élargir l'audience pour que plusieurs personnes le sachent aussi. Et je crois que c'est ma première vidéo qui m'a vraiment boostée. Parce qu'après ma première vidéo, après avoir fait 3, 4, 5 vidéos ratées que je n'ai pas eu le courage de poster. Comme tout le monde d'ailleurs. J'imagine. Et puis, j'ai 2 personnes qui m'ont vraiment soutenue, encouragée, qui m'ont dit, mais Madeleine, si tu fais ton truc, tu lances. Et c'est une vidéo qu'aujourd'hui, quand je regarde, tu peux mourir de rire parce que voilà, je suis tellement timide sur la caméra. La caméra, tu parles tout doucement, j'ai jamais vu cette vidéo d'ailleurs. Voilà, je parle tout doucement. Mais aujourd'hui, c'est autre chose quand même. Aujourd'hui, les choses ont vraiment changé, ça a vraiment évolué. Quand je lance cette vidéo, bam, beaucoup de personnes me contactent et beaucoup me disent que vraiment c'est bien, tu encourages, tu inspires, tu impactes. Et c'est comme ça que finalement, en 2000, ça c'était pendant la Covid, après la Covid, donc en 2021, du coup, au lieu de rentrer au boulot après mon congé de maternité, j'ai plutôt enregistré l'entreprise. Ah d'accord, waouh. Quel switch, j'imagine même pas l'employeur. Si tu partis en congé de maternité, tu reviens. Et tu reviens plus. Exactement, je suis à la congé de maternité, puis je suis plus revenue du tout. Donc voilà. Oui et non, la réponse va être mitigée parce que c'est chacun qui décide. C'est chacun qui décide de faire de son investissement immobilier passif ou pas. Le revenu peut être passif si tu délègues toutes les fonctions relatives à l'investissement immobilier. En fait,
il y a une partie qui va forcément être active, surtout au début. Tu ne vas pas acheter un bien immobilier que tu ne connais pas. Ce n'est pas les actions, ce n'est pas le fonds. Donc forcément, quand même, tu vas être actif dans la recherche, dans le financement, bref, jusqu'à ce que tu achètes. Mais maintenant, si tu parles de passif après l'achat, donc du genre que voilà, tu reçois juste les rentes, les entrées du locataire, tu paies les traites à la banque et puis voilà, tu te la coules douce. Là, il faut que tu délègues complètement la partie. Si jamais un locataire a un problème, qu'est-ce que je fais? Parce que cette partie-là, c'est ta responsabilité. C'est quelque chose qu'il faut savoir, surtout si en Allemagne, tu es responsable donc, de l'appartement, tu es responsable du fait que le locataire doit se sentir bien dans l'appartement. Donc, s'il y a un problème, il faut que tu résolves ce problème. Mais si tu n'as pas envie de résoudre ce problème, tu peux naturellement déléguer et avoir un revenu passif en ce moment-là. Mais seulement vu que cette délégation va te coûter de l'argent, ça peut arriver que tu n'as plus de revenus du tout, quoi, parce que si tu délègues, naturellement, il faut payer pour ça. En général, on va séparer deux grands types. Donc, on va dire le résidentiel, quand c'est ta maison, et on va dire le locatif, quand tu veux mettre en location. Mais après, maintenant, dans le locatif, il y a trois différentes catégories. Tu peux soit faire la première stratégie dans la location classique, le buy and hold. Donc, ça veut dire que tu achètes le bien immobilier pour ta future génération, pour ta retraite, pour le long terme en fait. Donc là, c'est le buy and hold. Après, il y a le fix and flip. Donc, ça veut dire que tu achètes le bien immobilier, tu le revends directement, peut-être après 6 mois, après 1 an, du moins. L'idée est là, soit tu l'achètes, tu le retapes et puis tu le revends. Ça, c'est dans le fix and flip. Voilà, la troisième catégorie qui va s'apparenter un peu au buy and hold, c'est que tu achètes le bien immobilier, mais ça, c'est pour faire la colocation, pour faire le Airbnb, mais tu le gardes toujours sur le long terme. En général, je dis toujours que dès que tu remplis les conditions, il faut te lancer. Parce que moi, par exemple, je remplissais les conditions et puis j'ai quand même perdu le temps avant de me lancer. Pour les personnes, si par exemple, tu as déjà signé un contrat parce que ici, 10 ans après l'achat, tu peux vendre le bien immobilier sans payer d'impôts. Et c'est généralement à ce moment-là qu'il y a ta plus-value. Donc, généralement, plus tu commences tôt, mieux ça vaut pour toi. Donc, dès que tu as la possibilité de te lancer, il faut le faire. Les conditions qu'il faut remplir, déjà, la première condition, c'est qu'il faut avoir un CDI, donc un contrat à durée indéterminée pour ton travail. On va passer ta période de décès. Après, il faut avoir soit la nationalité allemande ou alors, si tu as gagné ta nationalité africaine, que tu aies ce qu'on appelle le unbefristet, donc un séjour à durée indéterminée. Parfois, ça peut arriver. Voilà, on va arrêter comme ça parce que c'est vraiment dans les cas extrêmes parfois qu'on peut te donner quand même la possibilité, parce que le financement à la banque, voilà, en général, ils aiment ces deux types de profils. Deux types de profils qui passent régulièrement. Soit tu es allemand, soit tu es africain avec le séjour indéterminé. Maintenant, il faut que ta balance financière soit positive. Donc, il faut que ton salaire arrive à couvrir tes charges et qu'il y ait un reste à la fin. Parce que sinon, voilà, tu vas payer le bien immobilier avec quoi. Donc, du coup, il faut que ta balance financière soit positive, que tu ne sois pas à la chauffard, que tu n'aies pas, par exemple, un crédit de consommation énorme. Et puis après, tu peux te lancer, quoi. Dès que tu arrives en Allemagne et que tu as, forcément quand tu arrives en Allemagne, tu t'enregistres à la banque et tu as ta carte bancaire. Donc dès que tu as les mouvements financiers, tu vas t'intéresser à la chauffeur. Sur ma chaîne, j'ai fait une vidéo une fois où j'ai partagé le lien. Tu as la possibilité de demander ta chauffeur une fois par an gratuitement. Donc c'est ce que je conseille généralement aux étudiants ou aux personnes qui arrivent. Mais après, si tu es déjà travailleur, tu peux prendre carrément un compte à la Chaufa qui te permet de voir à chaque moment quand il y a un mouvement sur ton comportement financier. Je ne sais pas si tu peux appeler ça comme ça. C'est qu'ils appellent Kreditwürdigkeit. Donc, ça veut dire chaque fois que tu prends un crédit de consommation, tu vas acheter la télé, tu prends un contrat de téléphone, tu prends un crédit pour acheter une maison, c'est crédité dans ta Chaufa. Et maintenant, vu que tu as un compte, forcément, tu vas savoir que quelqu'un est en train de dire OK, voilà, tu as une dette à un certain niveau, quoi. Mais maintenant, quand tu n'as pas de compte du tout à la Chaufa, tu ne vas pas savoir. Si tu ne demandes jamais ta Chaufa, tu ne vas pas savoir. Et malheureusement, j'ai des cas aussi comme ça, des personnes qui ont eu des problèmes avec un créancier qui a déjà enregistré à la Chaufa. Mais eux, de par le fait qu'ils avaient déménagé, qu'ils n'étaient plus à la même adresse ou je ne sais pas trop quoi, eux-mêmes n'étaient jamais au courant du fait qu'ils avaient un souci, en fait,
sur leur comportement financier, quoi. Et finalement, ils prennent la choufa et ils se rendent compte que, bon, j'ai une vieille dette quelque part, il faut que je paye. Et forcément, c'est pas très intéressant parce que quand tu es fiché à la choufa, c'est 3 ans minimum. Donc, pour que tu puisses sortir de là et pour pouvoir acheter un bien immobilier, c'est tout simplement très dommage, quoi. Ok. Ça veut dire qu'au niveau des banques, en fait, si tu es fiché à la choufa, tu ne peux pas faire de prêt, par exemple. C'est une période de 3 ans. Sur une période de 3 ans, quand tu es fiché à la choufa, sur une période de 3 ans, tu ne peux pas faire de prêt bancaire, tu ne peux pas acheter de biens immobiliers, oui. En fait, la choufa aussi est classifiée en scores. Donc, on a 2 types de scores. On a les scores en pourcentage et les scores en lettres. Bon, les scores en lettres, je parle de ça dans mon livre, je ne vais pas dire ça ici. Mais les scores en pourcentage, quand même, il faut être au-dessus de 95%. Donc, généralement, quand tu es étudiant, comme je dis, tu peux demander une fois par an gratuitement. Et puis, tu vas voir, si tu es au-dessus de 95%, 90%, c'est pas très bon. 95%, c'est bon. Et là, tu sais que tu peux te faire financer. Si tu es en dessous, il faut que tu comprennes pourquoi tu es en dessous, tout simplement. Okay. Je sais que pour un étudiant, c'est assez difficile. Les comportements financiers, vraiment, c'est d'essayer de vivre suivant ses moyens, pas au-dessus de ses moyens. Il faut éviter les contrats qui ne sont pas nécessaires, comme par exemple le contrat de téléphone. Tu peux avoir une carte prépayée avec laquelle tu fonctionnes. Tu peux par exemple éviter de prendre, comme j'ai dit, un laptop crédit de consommation parce qu'effectivement, en fait, dans la tête du banquier, il se dit si tu n'as pas la possibilité d'économiser 1 000 euros pour acheter un laptop, c'est pas un crédit de 150 000 euros pour une maison que tu vas pouvoir gérer. Donc du coup, forcément, c'est logique en fait. C'est pas acheter une maison de 250 000 que tu pourras gérer. Donc du coup, tu as quelqu'un qui a une mauvaise moralité financière, si on peut dire ça comme ça. Et forcément, ça te discrédite auprès de la banque, quoi. Donc le banquier se dit, ok, si tu es quelqu'un de raisonnable, tu devrais pouvoir économiser pour acheter quelque chose qui te plaît. Donc éviter les contrats. Et puis économiser quand c'est possible. Quoi. On va éviter les iPhone 14. Le dernier iPhone 14 Pro Max. Le dernier iPhone. Ça va dépendre du type de la personne. Ça va dépendre de la personnalité de chaque individu. Hein. Il y a des personnes qui... moi, par exemple, je vais prendre un bien immobilier à rénover. Je vais dire par exemple, au début quand je me suis lancée, prendre un bien immobilier et rénover, non, ça va, c'est beaucoup de travail en fait, parce qu'il faut que tu trouves les artisans, il faut que tu trouves des personnes qui vont travailler sur le chantier et il faut aussi que tu vérifies le chantier. J'ai fait ça en 2019 et je me suis rendu compte que parfois on sous-estime un peu la rénovation parce que je ne sais pas pourquoi. Mais j'ai l'impression que c'est pas seulement au pays, hein, même ici, les artisans ne sont pas vraiment fiables. Donc, tu peux vraiment avoir un chantier, tu demandes à quelqu'un de faire un travail. Et il le fait mal. Et il le fait mal, ou il le fait pas du tout, ou tu viens et puis tu trouves que les choses ne sont pas vraiment bien faites. Donc, mais maintenant, il y a des personnes aussi qui sont on dit en allemand, handwerkbegabt, donc qui peuvent habiles à faire des choses elles-mêmes. Donc il y a des personnes qui disent, ok, je prends le bien immobilier, de toutes les façons, je peux faire moi-même le sol, je peux moi-même faire les carreaux, je peux moi-même faire la peinture. Voilà, l'électricité, naturellement, c'est un peu compliqué parce qu'il faut quand même une personne qui a une certification pour le faire. Après, ça me fait économiser de l'argent. Pourquoi est-ce que je vais prendre quelque chose qui est déjà fait mais qui va me coûter plus cher, tu vois. Donc, du coup, c'est pour ça que je dis que ça dépend des personnes. Après, si tu es quelqu'un qui aime être dans les chantiers, qui aime être derrière les artisans, qui a déjà un réseau d'artisans, naturellement, tu prends, tu retapes et puis tu mets en location ou tu vends. Mais si tu es quelqu'un qui n'a pas encore forcément un réseau, tu vas vraiment chercher un bien immobilier qui est bien placé et qui va plutôt te permettre d'avoir une rentabilité sur le long terme, même s'il faut que tu investisses beaucoup plus au départ. C'est mieux de commencer par un bien locatif quand on veut se construire un patrimoine important. C'est la raison fondamentale pour laquelle il faut
commencer par le locatif. Mais c'est vrai que pour revenir un peu à moi, quand j'achète mon premier immobilier, je ne sais même pas que je veux me construire un patrimoine important. Je commence juste un peu comme ça. Après le premier, je dis, mais ok, en fait, le truc là, ça marche bien. Et puis je prends le deuxième, je prends le troisième. Donc, ce n'était pas à la base que j'avais déjà en tête que je vais me construire un patrimoine. Mais après, le locatif, finalement, je me suis rendu compte que c'était bien plus facile parce qu'effectivement, tes charges sont juste prises en considération. C'est la différence, par exemple, que tu as entre les entrées du locataire et les traites que tu payes à la banque et les charges d'entretien pour la banque qui sont prises en considération, quoi. Pourtant, si tu achètes le résidentiel, par exemple, si tu as une maison comme ici, tu peux payer 1 000 € comme ça de traite à la banque. Du coup, la banque va coquer, tu as 1 000 € qui sort tous les mois. Il n'y a rien qui rentre à la place. Mais pourtant, quand tu as un locatif et que, par exemple, tu payes 1 000 €, et que de l'autre côté, même si tu as 800 € de loyer qui entre, ça fait que finalement, le delta, ce n'est que 200 €, quoi. Ouais. Et ça te facilite encore les prochaines acquisitions. Surtout si la première acquisition marche déjà bien. C'est pour ça aussi que les premières acquisitions, il faut généralement bien les faire pour pouvoir maximiser sur tes prochaines acquisitions. Et pourtant, quand tu commences sur le résidentiel directement, aujourd'hui, quand je parle même de 1 000 €, voilà, c'est un peu utopique. Avec l'inflation. Avec l'inflation, justement, si tu vas acheter une maison, que ce soit à Berlin ou dans le Brandenburg, tu es au moins à 2 000, 2 500 €. Pour ça, il faut peut-être que si vous soyez 2 ingénieurs et que vous ayez minimum 6 000 € d'entrée à la fin du mois. Okay. Pour pouvoir les 2 500 € c'est par mois, je précise. Exactement, c'est par mois. Et là, si on parle de 2 000 € seulement avec les traites de la banque, après, si un truc se gâte à la maison aussi, il faut faire un truc. S'il y a le chauffage qui tombe en panne, ça fait beaucoup d'argent en même temps, quoi. C'est pour ça que le résidentiel n'est pas... Voilà, il faut pas... Pour un début, c'est pas conseillé. Pour un début, c'est pas conseillé. Après, il y a notre stratégie sur le résidentiel. Voilà, je vous donne quand même sur la chaîne. Je suis quand même avec Dresside. Merci pour les exclusivités. Voilà, c'est que tu peux prendre un résidentiel, tu habites à l'intérieur et 3 ans après, tu peux le revendre, quoi, sans payer de taxes aussi. Okay. Donc, du coup, c'est pour des personnes qui veulent soit partir de l'Allemagne, rentrer au pays. Mais après, il faut savoir aussi que le fisc, après, tu peux faire ça maxi 3 fois. La 3e fois, déjà, le fisc va comprendre qu'il y a un truc là. C'est ton business, que ce n'est plus que tu habites seulement là-bas, que c'est déjà le business. Donc, il faut faire attention. Tu peux faire 1, 2 fois et puis ça coule doucement après. C'est plus bon. Ouais. Ça va dépendre du taux de remboursement parce que généralement, les banques vont faire un taux de remboursement de 2%. Donc après, et puis tu as la possibilité de faire des remboursements anticipés de 5% par an. Donc ça dépend de toi. Si tu sens que tu veux rembourser 5% aussi par an, tu rembourses quand même. Là, si tu laisses couler juste les 2%, on peut aller sur 30, 35, 40 ans parfois. Bon. Ça dépend du volume d'investissement. Et si tu meurs entre-temps? Ça, c'est une question qui n'était pas prévue, mais je me pose la question, si tu meurs entre-temps, tu fais comment? En général, quand j'étais bien immobilier, moi j'ai dit qu'il faut d'abord voir les premières 10 années. Parce que de toute façon, après 10 ans, tu vas renégocier le contrat d'achat à la banque. Donc, après 10 ans, soit tu vas vendre, soit tu vas garder, renégocier le contrat à la banque et voir comment optimiser le bien. Et ce qui se passe après, c'est encore plus lointain, quoi. Bon, après, si tu meurs, si tu as les enfants, naturellement, tu vas léguer à tes enfants. Donc, tu les lègues les dettes et le bien? Les dettes et le bien, naturellement. C'est parce que là, par exemple, si tu as un bien, disons, par exemple, tu prends un bien de 100 000 € et que 8 ans après, tu décèdes. Donc là, tu auras remboursé, si on est sur 2%, tu auras remboursé 16 000 €, je crois bien. Oui, tu auras remboursé 16 000 €. Donc, ce qui veut dire que sur ta dette, il va rester 84 000 €. Maintenant, la dette de 84 000 €, le bien immobilier au départ, il y a 8 ans, tu l'achètes à 100 000 €. Si tu peux, par exemple, le vendre sur le marché aujourd'hui, alors si les enfants peuvent le vendre à 150 000 €, ça fait une plus-value, quoi. Parce qu'ils vont vendre à 150 000 €, rembourser 96 000 € à la banque. Et avoir un reste. Et avoir un reste. C'est clair qu'il y aura certainement des impôts à payer là-dessus. Il faut encore regarder dans les détails. Mais après, ils peuvent profiter aussi de ça, quoi. Je crois que si un homme sur la vidéo, il va dire qu'on ne sort jamais de là gagnant-gagnant parce que forcément, ici en Allemagne, voilà, on va dire que les femmes sont quand même un peu privilégiées du côté de la loi. Mais dans les couples, il faut signer un contrat de mariage bien séparé. Et puis, ça signifie donc que c'est déjà stipulé ce qui va se passer en cas de séparation. Donc là, c'est clair pour chacun dès le début. Bon, maintenant, je pense qu'il y a
beaucoup de personnes qui ne vont pas forcément être contentes de vouloir signer un mariage bien séparé. Ou un contrat de mariage. Ou un contrat de mariage du tout. Mais moi, je dis, pour moi, il ne faut pas vraiment se prendre, il faut pas se prendre la tête avec. Parce que comme je dis, c'est une aventure. Comme je dis, quand j'ai commencé, je n'ai pas su que je devais aller aussi loin avec ça. Et c'est une aventure, il faut aller tout doucement. C'est beaucoup plus, je crois, l'entente, le partenariat et ce que vous faites ensemble qui a plus d'importance, à mon avis, que ce bien immobilier, alors que c'est le milieu d'heureux et tout le reste. Bon, après, chacun peut investir toujours de son côté. Ça, c'est toujours possible. Donc, quand vous êtes tous ingénieurs, chacun a son salaire et tout le reste, madame peut acheter son bien immobilier, monsieur peut acheter son bien immobilier. Vous avez même la possibilité de vous vendre les biens immobiliers l'un à l'autre plus tard. Ça vous revient même moins cher parce que vous ne payez pas la taxe sur la mutation de biens, qui est parfois 6,5% ici dans le Brandenburg. Donc, du coup, voilà, soit vous investissez chacun de son côté. Ce que vous faites ensemble, si vous voulez, vous pouvez faire un contrat par rapport à ça. Ça vient du fait que, comme j'ai dit au début, quand j'ai décidé de lancer ma chaîne, j'ai fait un petit brainstorming. Je me suis dit, voilà, qu'est-ce que je peux partager, qu'est-ce que je connais, que je pense que peut-être plusieurs personnes ne connaissent pas. Il y avait que l'immobilier. Bon, après, j'ai lancé la chaîne, tout se passait bien. Et puis, j'ai eu envie de faire quelque chose de nouveau. Je suis quelqu'un qui innove, qui aime toujours faire quelque chose de nouveau. Et puis, je me suis dit, bon, ok, la chaîne, c'est bien, la vidéo, c'est bien. Qu'est-ce que je peux faire de plus? Du coup, j'ai pensé au livre. Donc, voilà, c'est comme ça qu'est venue l'idée du livre que j'ai écrit. Tu m'as posé la question de savoir quand est-ce que j'écris. C'est vrai, mère de 4 enfants, c'est difficile. Je me levais pratiquement pendant une longue période à 4-5 heures et j'écrivais 1 heure de temps. Okay. Donc, j'écrivais 1 heure de temps et puis après ça, c'était bon. Et puis, sur une longue période de temps et finalement, ça s'accumule, quoi. Et le livre est disponible sur quelle plateforme? Le livre est disponible sur la plateforme Agent Livre. C'est eux qui font aussi la communication et la publicité là-dessus. Donc, agentlivre.com, là, vous trouvez le livre. Disponible partout, hein? Europe. Disponible partout, justement. Europe, voilà, si tu veux acheter le livre, il n'y a pas de souci. Ou alors, tu peux aussi me contacter. C'est plus facile. Avoir le livre. Comme ça, tu as la dédicace aussi. Voilà, si tu as envie de dédicacer aussi, tu peux me contacter directement. Okay. Là, c'est plus facile, ouais. Oui, pour le moment, je préfère garder le mystère, le secret, le suspense. Venez d'enregistrer sur la chaîne. Je prépare, bon, je m'arrange toujours quand même chaque année à faire de nouveautés. Et cette année aussi, il y aura pas mal de surprises. D'accord. Merci encore pour ce grand moment. Merci pour toutes ces informations qui, ma foi, aideront plusieurs jeunes, même des adultes aussi. On mettra tous tes liens, les liens de tes différentes pages en barre de description. Et merci pour toutes ces informations qui valent de l'or. Parce que franchement, l'immobilier, c'est pas facile. Mais tu en parles de manière très facile. C'est plaisant de t'écouter. Merci de m'avoir invitée. Merci. Ça me fait plaisir vraiment d'être sur la chaîne pour partager ces informations. Parce qu'effectivement, je me dis toujours, ce sont les informations que j'aurais aimé avoir avant de me lancer plus jeune. Parce que quand je suis arrivée ici en Allemagne, je suis allée en France. Et en France, c'était automatique. C'était automatique. Quand tu finis tes études, tu trouves le boulot, tu achètes ta maison. Mais ici en Allemagne, il n'y avait pas encore vraiment cette mouvance-là. Et du coup, je suis vraiment très contente de faire partie des personnes qui peut-être amènent des personnes à être dans ce mindset-là que, ok, après mes études, je peux acheter un appartement, je peux acheter une maison. Parce que même si parfois on a souvent l'idée, ok, on va rentrer au pays, c'est notre pays, parfois on se retrouve encore à rester une dizaine d'années ici. Et forcément, un investissement immobilier, c'est toujours une bonne chose à faire, quoi. Surtout quand on fait des enfants. Surtout quand on fait des enfants, ça devient encore plus compliqué à rentrer. Il y a beaucoup de personnes qui vont dire, qui disent depuis plus de 10 ans, je rentre au pays, mais après ils sont là. Il y en a qui rentrent et qui reviennent. Donc, vous voyez, du coup, quand tu as déjà de la pierre, de l'or en béton quelque part, voilà, c'est une bonne chose, quoi. Mais ce que tu as dit que je parlais aussi de l'immobilier assez facilement. C'est vrai qu'il y a quelqu'un qui m'a dit ça aussi, que mais Madeleine, tu as vulgarisé l'immobilier. Tu parles de l'immobilier, on pense que c'est facile.
Mais c'est vrai qu'il y a voilà, il y a des stratégies qu'il faut savoir, il y a des techniques qu'il faut se faire accompagner. Mes meilleurs investissements jusqu'aujourd'hui, ce sont les investissements où je me suis fait accompagner. Là, il n'y a rien à dire. Donc, du coup, si vous avez la possibilité, vous me contactez, voilà, sur mes pages qui s'affichent. Et puis, je serai donc ravie de vous accompagner pour que vous puissiez intégrer le club des investisseurs immobiliers. Carrément. Je pense qu'à peut-être à la fin de l'année 2023, s'il y a plusieurs personnes qui font un truc, tu peux organiser un cocktail de club des investisseurs. Ce serait une belle idée, c'est pas mal. C'est une très bonne idée. C'est quelque chose que j'ai pensé faire. Bon, après, on avait l'année Covid quand j'ai lancé. Là, l'année est finie. Ça fait partie des choses qui faisaient partie de mes surprises. Vraiment, Audrey. Le génie d'Audrey. Le génie d'Audrey, vraiment. Okay, c'est quelque chose que je vais faire définitivement. Ouais. Il faut inviter Dressa à venir faire le reportage. Naturellement. Okay. Merci à toi et ciao à tous. Merci, au revoir.